solutions durables. Alors, nous allons patienter une petite minute afin de permettre à d'autres participants de nous rejoindre. Merci de votre intérêt. Une fois de plus, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes au bon endroit. Merci encore d'avoir répondu présent à ce webinaire. Alors, je m'appelle Théodile Quinchua, je suis responsable de la stratégie et l'engagement pour World Resources Institute dans le bassin du Congo. Et j'ai le privilège, le plaisir d'assurer la modération de ce webinaire qui, comme je l'ai dit précédemment, porte sur le thème déforestation en hausse dans le bassin du Congo. Quel levier pour des solutions durables? Alors, avant de commencer, permettez-moi de rappeler quelques consignes pratiques. Next, please. Ce webinaire se déroulera en français. Nos experts s'exprimeront donc en langue française et nous sommes heureux, quand même, cela dit, de proposer une traduction simultanée en anglais. Veuillez simplement cliquer l'icône représentant un globe terrestre en bas de votre écran pour sélectionner la langue de votre choix. Et je le dirai une fois de plus, mais en anglais cette fois. So this webinar will take place in French, all in French. But should you require English, just click on the globe icon at the bottom. Et puis, évidemment, la deuxième information pratique, c'est qu'à tout moment, vous pouvez poser vos questions, faire vos réflexions, partager vos commentaires dans le chat ou alors dans la zone questions-réponses. Et je veillerai personnellement à relayer vos interventions aux panélistes pour qu'ils puissent y répondre le moment venu. Et enfin, une troisième information, c'est que nous avons lancé l'enregistrement pour ce webinaire. Donc, j'espère que vous êtes d'accord avec cela. Et dans les prochains jours, les prochaines semaines, vous recevrez tous à la fois l'enregistrement de ce webinaire, mais aussi les présentations qui suivront dans quelques instants. Next, please. Alors, une information essentielle, je sais que certains sont sans doute coutumiers de cette série de webinaires, mais donc préciser pour ceux et celles qui sont nouveaux, c'est que ce webinaire, cet événement s'inscrit dans la série annuelle de webinaires consacrés aux données de Global Forest Watch. Global Forest Watch, c'est une plateforme qui assure la mise à disposition de données sur le couvert forestier, qui permet donc de suivre et d'analyser l'évolution des forêts tropicales et autres à travers le monde, avec pour but évidemment d'améliorer les connaissances et la transparence, de promouvoir l'action du secteur privé, mais aussi de permettre que ces informations soient exploitées pour mobiliser l'action au niveau local. Il est essentiel de dire que en 2024, les données qui ont été produites, qui ont été partagées, générées par le laboratoire GLAD de l'Université de Maryland et donc publiées sur la plateforme de Global Forest Watch de WRI, ont révélé une perte record de forêts tropicales à travers le monde. 6,7 millions d'hectares de forêts perdues en une année. Cela représente presque l'équivalent de la superficie du Panama, l'État du Panama. Et une particularité de 2024, c'est que les incendies occupent une place de plus en plus importante. Si on compare les incendies, les incendies comme moteur de la déforestation en 2024, on se rend compte qu'ils sont les plus importants depuis au moins 2 décennies. Évidemment, le bassin du Congo, faisant partie des pays tropicaux, malheureusement, n'a pas échappé à cette tendance très alarmante. En 2024, on a observé la disparition de vastes forêts tropicales, surtout en République démocratique du Congo. Évidemment, ces pertes de forêts mettent en péril la biodiversité unique de la sous-région, le climat mondial, mais aussi les moyens de subsistance de millions de personnes.
Donc aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, nous voudrions réfléchir en tant qu'acteurs agissant dans le bassin du Congo. Et nous voudrions nous poser à tous quelques questions. La première, c'est pourquoi la déforestation continue-t-elle? Pourquoi continue-t-elle d'augmenter malgré les engagements pris par nos États? Et puis, plus important, quelles sont les solutions durables qui pourraient être envisagées pour freiner ou tout au moins maîtriser les tendances que j'ai décrites précédemment? Et puis, quels facteurs incitatifs pourraient être mis en place pour que les États du bassin du Congo puissent effectivement se mobiliser et renforcer leurs actions de gestion durable des forêts? Donc, dans le cadre de ce webinaire, nous essaierons de répondre à ces questions. Next, please. Nous essaierons de répondre à ces questions avec un panel très riche que je présenterai dans quelques instants. Nous avons prévu deux grandes articulations. La première articulation sera consacrée à la présentation des données plus en détail pour le bassin du Congo, avec un accent sur la République démocratique du Congo et le Cameroun. Et donc, nous nous concentrerons sur ces pays pour analyser à la fois les données de Global Forest Watch, mais aussi essayer d'aller plus loin et de comprendre les moteurs véritables de la déforestation, localiser les points chauds émergents au cours de ces 10 dernières années. Et puis, nous partagerons avec vous quelques idées que World Resources Institute, WRI, promeut avec ses partenaires dans la sous-région pour agir sur les tendances de déforestation. La deuxième articulation comprendra un panel d'experts, un panel très relevé avec des experts donc, qui travaillent dans différentes institutions et qui viendront avec nous approfondir la réflexion sur des solutions, parce que nous sommes tournés solutions dans dans cet événement. Pour la première partie, nous allons convoquer trois experts de WRI. Nous écouterons dans quelques instants d'abord M. Roger Mambeta, qui est un expert des systèmes d'information géographique SIG à World Resources Institute en République démocratique du Congo. Et puis, nous aurons la chance de pouvoir écouter Mme Bora Masumbuko, qui est la directrice de WRI en République démocratique du Congo, RDC. Et enfin, M. Duclerc Mbouna, qui est le directeur de WRI au Cameroun. Alors, je vais passer immédiatement la parole à Roger. Monsieur Mambeta, nous allons commencer par vous. Euh, les données sur la perte de couverture arborée de Global Forest Watch mesurent tous les ans les zones de perte de couvert, de perte forestière sur l'ensemble des terres mondiales, avec une résolution de plus en plus fine, d'environ 30 fois 30 mètres. Et nous avons commencé cette initiative depuis une vingtaine d'années. Donc, nous avons des données de 2001 à 2024. Est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu de ces données? Qu'est-ce qu'elles disent pour les 6 pays du bassin du Congo? Et surtout, qu'est-ce que nous avons pour 2024? Monsieur Mambeta, vous avez la parole. Merci, docteur Théodile, pour la parole. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis Roger Mambeta, comme a dit Théodile, spécialiste en système d'information géographique à WRI, RDC. Dans le cadre de ce webinaire, j'ai le plaisir de vous présenter les statistiques relatives à la perte de couvert arboré de 2001 à 2024 dans les forêts du bassin du Congo. Avant d'entrer dans les chiffres, rappelons que les forêts du bassin du Congo jouent un rôle écologique majeur, non seulement pour la région, mais aussi pour l'équilibre climatique mondial. Comprendre l'évolution de la déforestation est donc essentiel pour orienter les efforts de conservation et de gestion. Next, please. Nous commençons par vous présenter les cumuls de pertes de couverts arborés dans les bassins du Congo sur la période allant de 2001 à 2024. Ensuite, nous nous pencherons plus spécifiquement sur la situation observée en 2024. Les graphiques situés à gauche illustrent qu'entre 2001
et 2024, le bassin du Congo a perdu un total de 26 235 479 hectares de couverts arborés, toutes catégories de forêts confondues. La RDC occupe la première position avec une perte de 21 072 349 hectares, suivi de loin par le Cameroun avec 2 226 205 hectares. En troisième position, nous avons le Congo-Brazzaville qui a enregistré une perte de 1 150 323 hectares. Les graphiques situés à droite présentent exclusivement les pertes survenues dans les forêts primaires. Et le bassin du Congo a perdu dans cette catégorie de forêts un total de 9 721 340 hectares de forêts primaires. La RDC demeure en tête avec 7 538 454 hectares, suivi du Cameroun avec 1 80 184 hectares, tandis que le Congo-Brazzaville occupe la troisième position avec 489 526 000 hectares. Next, please. Observons à présent la situation spécifique de l'année 2024. La perte de couverts arborés dans le bassin du Congo, toute catégorie de forêts confondues, est estimée en 2024 à 1 769 254 hectares. La RDC reste en première position avec 1 377 807 hectares, suivi du Cameroun avec 179 152 hectares, puis du Congo-Brazzaville qui enregistre une perte de 14 668 hectares. S'agissant spécifiquement des forêts primaires, le bassin du Congo a enregistré en 2024 une perte totale de 778 564 hectares. La RDC concentre à elle seule 589 812 hectares de cette perte, suivi du Cameroun avec 95 573 hectares, puis du Congo-Brazzaville avec 62 045 hectares. Next, please. En comparant les pertes de 2023 à celles de 2024, les données montrent que la RDC continue de perdre ses forêts, aussi bien les forêts primaires que les autres catégories de forêts. Cependant, le Congo-Brazzaville et le Gabon enregistrent une augmentation de la perte du couvert forestier en 2024 par rapport à 2023. Le Cameroun et la Guinée équatoriale affichent une diminution des pertes de forêts en 2024, aussi bien dans les forêts primaires que dans les autres catégories de forêts. La République centrafricaine, quant à elle, enregistre une réduction des pertes dans les forêts primaires, mais elle connaît une augmentation des pertes dans toute catégorie de forêts. Il convient donc de noter que la République démocratique du Congo abrite plus ou moins 60% des forêts du bassin du Congo. Il est donc logique que la majeure partie de la perte forestière observée se concentre sur son territoire. Ces écarts importants de pertes soulevés ici ne doivent pas être interpellés comme anormaux, mais plutôt replacés dans le contexte de la répartition géographique des forêts dans la région. Next, please. Les zones de déforestation en jaune et rouge sont répandues dans l'ensemble du bassin du Congo. Sur cette image, on observe l'apparition de nouveaux points chauds de déforestation au centre et au sud de la République du Congo, ce qui justifie l'augmentation de la perte de couverts arborés enregistrée en 2024.
Roger? On observe également l'intensification des zones de déforestation en RDC, autour de Beni et à l'est du pays, ainsi qu'au centre. En République centrafricaine, l'intensification des zones de déforestation est observée au sud-est et sud-ouest du pays. Suivant, please. Comme nous venons de le mentionner, le feu de forêt constitue également une menace croissante pour les forêts du bassin du Congo. Les données indiquent qu'en 2016, la perte de couverts arborés due aux incendies était estimée à 67 990 hectares. Cependant, en 2024, les incendies ont entraîné une perte record de forêt atteignant environ 107 415 hectares. Suivant, please. Merci. Je remets la parole à Théodile pour la suite de ce webinaire. Merci. Merci infiniment, Roger. Merci pour cette belle présentation. Et chers participants, n'hésitez pas à continuer à envoyer vos commentaires dans le chat ou alors dans la rubrique questions-réponses. Il y a déjà plusieurs questions qui nous parviennent. N'hésitez pas, allez-y tout au long de ce webinaire. Nous les récolterons et nous prendrons soin d'y répondre avant la fin. Roger nous a présenté une situation plus que préoccupante et l'on voit qu'entre 2016 et 2018, les feux, la part des feux dans les pertes de forêt a triplé tout simplement. C'est véritablement préoccupant. Et on voit aussi que la RDC, à elle seule, de manière générale, a perdu environ 600 000 hectares de forêt en 2024. Alors, je vais passer la parole donc à Bora, simplement pour qu'elle nous éclaire davantage sur cette situation que l'on comprenne aujourd'hui ce qui cause la déforestation ou les pertes de forêt, puisqu'on ne parle pas forcément de déforestation à tout, pour toutes les pertes de forêt. Et puis, quelles sont les solutions que WRIRDC entrevoit ou en tout cas met en œuvre pour commencer à agir sur ce problème persistant? Bora? Micro, Déborah, micro, s'il Bora, vous plaît. tu veux bien ouvrir ton micro, s'il te plaît? Il est possible que Bora ait un petit souci technique, comme on en connaît beaucoup. Forêt Euh, primaire. Allô? ah, oui, vas-y, Bora, c'est parfait Vous maintenant. Vas-y, m'entendez? s'il te plaît. D'accord, ok. Oui. Je disais en 2024, comme il a été présenté précédemment par Roger, la RDC a enregistré la plus forte primaire, la plus forte perte jamais enregistrée, avec près de 590 000 hectares détruits, donc 589 812 hectares pour être exact. Donc, ce qui reste préoccupant pour la biodiversité et le climat. Et au cours des 10 dernières années, de 2015 à 2024, la RDC a perdu environ 12 850 000 hectares de couverts arborés. Ceci est équivalent à environ 6,5% de la couverture forestière de 2014, donc l'année avant la décennie. Ces aires protégées comme Kaouya ou Virunga dans l'est du pays subissent les effets négatifs liés à leur proximité avec les grands centres urbains. Et donc, les populations accèdent facilement à ces espaces protégés
pour couper du bois, pour produire du charbon de bois. Mais ces aires protégées sont également rendues vulnérables par les conflits dans cette région et la construction de routes également pour accéder à des zones d'exploitation minière, par exemple. Notons que pour ce qui concerne les aires protégées, le ratio de la perte du couvert arboré par rapport à la superficie totale reste bien en deçà comparativement aux autres usages des terres. Et cela reste une bonne nouvelle, bien sûr, puisque ces espaces sont censés être protégés. Je souhaite également réitérer que les feux deviennent une préoccupation grandissante. Les feux ici représentés donc par le vert sur l'histogramme ont graduellement augmenté, notamment dans les concessions forestières des communautés locales et les aires protégées, et ce depuis 2018. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, cette figure illustre l'évolution de la perte du couvert arboré par province au cours des 10 dernières années pour 6 provinces. Donc, ces provinces ont été sélectionnées parce qu'elles enregistrent les pertes de couvert arboré les plus importantes en 2024. Il s'agit des provinces de la Chopo et du Maniema au centre-est du pays, le Haut-Uele au nord-est, Équateur et Maïndombe au centre-ouest et Sankuru plus au centre de la RDC. En 2024 uniquement, la province de la Chopo, qui est également la province la plus vaste de la RDC et celle qui est au cœur du bassin du Congo, a perdu 63 000 hectares de forêt primaire, un record. Et entre 2015 et 2024, cette même province a perdu pas loin de 1 180 000 hectares de couverts forestiers. Ces pertes sont principalement attribuables à l'agriculture itinérante sur brûlis. Diapo, s'il vous plaît. Sur cette diapo, nous analysons les moteurs de la perte du couvert arboré. En RDC, entre 2001 et 2024, 16% de la perte de couverture forestière s'est produite dans des zones où les principaux facteurs de perte ont entraîné la déforestation. L'agriculture itinérante sur brûlis est le principal moteur de la perte de couvert arboré en RDC. C'est ce que vous voyez en jaune sur le graphique. Et d'ailleurs, une récente étude a démontré le lien étroit entre déforestation et agriculture dans la province de la Chopo et celle du Sud Kivu. À la Chopo, par exemple, la coupe du bois est réalisée pour laisser la place à des cultures comme le cacao, qui ont désormais envahi quelques espaces forestiers de cette province. La coupe du bois est également utilisée dans le cadre de l'extraction des mines artisanales. Cela se passe surtout dans la partie est du pays, mais également au sud. Et le problème énergétique étant important ici en RDC, avec seulement 10% de la population qui a accès à l'électricité, la fabrication de charbon de bois aide à répondre aux besoins énergétiques. Les feux constituent également un moteur grandissant de la perte de couverts arborés. Ils sont utilisés pour préparer les champs pour l'agriculture. Cependant, ces feux engendrent des dégâts importants en termes de dégradation des zones affectées, de perte de biomasse, de perte de biodiversité également, et bien sûr émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, les données présentées précédemment par mon collègue Roger montrent que ces feux interviennent en 2024 dans des zones de tourbières et les provinces de l'Équateur et du Maïndombe, par exemple, font partie des points émergents dans l'ouest du pays, alors que ces zones sont importantes pour le stockage du carbone. Comme vous le savez, la plus grande réserve de tourbières se trouve en RDC et dans cette zone-là. La RDC dispose d'une superficie d'environ 145 000 km² de tourbières avec un stock de carbone évalué à 30 milliards de tonnes. Cependant, ces tourbières sont elles aussi menacées par la déforestation pour diverses raisons. Et si nous faisons une superposition des différentes affectations au 30 juin 2024, par exemple, nous verrons que cette zone contient également des blocs pétroliers. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors finalement, il faut rester optimiste, bien sûr, malgré les chiffres, parce que les forêts du bassin du Congo continuent d'absorber plus de carbone qu'elles n'en émettent. De plus, il y a des solutions aux défis actuels de gestion des ressources forestières. Donc avec les approches, les méthodologies, les outils, les initiatives efficaces, durables et inclusives que nous développons et déployons sur le terrain en collaboration avec nos partenaires,
nous contribuons à corriger les tendances actuelles. Donc là, je vais simplement mentionner 3 points ici. En termes d'outils, il y a le Global Forest Watch, l'Atlas forestier, qui nous réunissent aujourd'hui. Ces plateformes digitales permettent de suivre de manière périodique la dynamique des affectations des terres sur l'espace forestier de la RDC. Cela permet de faire ressortir les différents usages et anticiper les actions à prendre en vue de la protection ou de la restauration des paysages dégradés. Ce sont de véritables outils donc d'aide à la décision sur l'utilisation des terres. En RDC, comme vous le savez peut-être, en mars dernier, nous avons publié, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le nouveau poster qui présente la situation du domaine forestier de la RDC au 30 juin 2024. En deuxième point, le renforcement des capacités des acteurs des administrations, du secteur privé, de la société civile. Donc, ça reste une étape importante pour améliorer la gestion forestière, en particulier pour les aider à être plus actifs dans le contrôle forestier, l'observation indépendante ou encore la transparence dans les opérations. Donc, cela, c'est ce que le portail Open Timber nous aide à réaliser. Concrètement, il s'agit d'accompagner l'observateur indépendant mandaté par l'Observatoire pour la gouvernance forestière à adopter des principes d'assurance qualité en vue de produire des données de haute qualité dans le portail Open Timber. Enfin, donc ça c'est le troisième point que je voulais aborder aujourd'hui. Donc nous mettons également en avant les économies forestières portées par les communautés locales, qu'on appelle EFCL. Avec donc nos partenaires, donc on est en train de développer un mouvement qui est aussi un partenariat global de plusieurs parties prenantes, y compris les organisations des communautés locales et des peuples autochtones, la société civile, les chercheurs et des alliés en matière d'influence des politiques. L'idée donc de ce mouvement repose sur le fait que nous devons à la fois soutenir les communautés, leurs moyens d'existence, mais également protéger les forêts. Voilà, en résumé, il s'agit de transformer la vie de ces communautés, améliorer leur bien-être et développer des solutions économiques durables issues de la gestion des forêts par les communautés et les peuples autochtones eux-mêmes. De cette façon, nous nous assurons de générer des résultats positifs en matière de changement climatique, de conservation de la biodiversité, mais aussi des résultats socio-économiques durables. Donc, ce sont comme des entreprises qui créent une économie viable liée à la conservation et restauration des forêts. Et ces économies requièrent bien sûr qu'il y ait du renforcement des capacités, du développement sectoriel, du financement, mais aussi la mise en place de politiques habilitantes cohérentes. Il y a un exemple qui existe et sur lequel nous allons bâtir. Il s'agit du réseau panamazonien pour l'économie, pour la bioéconomie. Et ce réseau met la priorité donc sur la conservation des forêts et le bien-être des populations locales. Donc, pour finir, juste pour dire que le rôle de ce mouvement qu'on est en train de mettre en place, c'est de connecter et amplifier les solutions qui existent. Et ce mouvement est une initiative portée par le Sud, donc ça, je tiens à le souligner. Et il va également faciliter la collaboration Sud-Sud. Donc voilà, voilà, cette initiative part vraiment de l'idée selon laquelle, en travaillant ensemble, on peut réaliser le bien-être et transférer le pouvoir. Je m'arrête ici et je vous remercie beaucoup de votre attention. C'est nous qui te remercions, Bora. Merci infiniment. Merci à la fois d'avoir partagé ces données sur la situation, mais aussi d'avoir commencé à mettre en exergue ce qui est en train d'être fait, parce que c'est bien de regarder le problème, mais c'est encore mieux d'envisager les solutions. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que vous ayez parlé du travail qui est fait avec l'administration, parce que ces données sont des données, certaines de ces données sont coproduites avec l'administration et j'ai bien aimé que vous mettiez cela en exergue, mais aussi que vous mettiez en exergue le rôle que les communautés peuvent jouer, rôle fondamental qu'elles peuvent jouer si on les considère à la fois comme des gardiens, mais aussi comme des acteurs économiques. Conserver, c'est bien, mais conserver, il faut le faire avec, en assurant aussi le bien-être au quotidien. Donc, merci infiniment. Alors, je vais passer maintenant la parole à Duclain Bouna qui va nous présenter brièvement la situation au Cameroun et aussi ce qui est fait
par les équipes de WRI. Et restez connectés parce que juste après Duclair, nous aurons un panel passionnant. Duclair? OK, merci beaucoup Théodile. À la suite de Roger et de Bora, nous allons un peu explorer la problématique de perte du couvert arboré au Cameroun. Et j'active ma caméra juste pour que vous voyez ma figure compte tenu de la bande passante qui est souvent très perturbée. Je vais devoir continuer avec ma caméra off. Merci. OK. Au Cameroun, en termes de perturbation du couvert arboré, depuis 2015 à 2024, nous avons pris le cas de 3 types de- d'occupation des terres, à savoir les forêts communautaires, les forêts de production et les aires protégées. Et quand nous sommes un peu dans la situation des forêts communautaires au Cameroun, on réalise qu'il y a eu quand même des pics dans les années 2017. Ensuite, en 2020, la situation un peu continue jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Comme vous le savez, au niveau du Cameroun, il y a d'abord eu la problématique des grandes infrastructures, comme la construction des barrages, dont certaines forêts communautaires, surtout celles de l'Est, ont été attaquées parce qu'il fallait faire la mise en eau et beaucoup de forêts communautaires qui se trouvaient là-bas ont eu leurs ressources un peu noyées. Mais nous pouvons aussi voir en général la problématique du prix des commodités, étant donné que dans le plan simple de gestion des forêts communautaires, il était prévu de faire les séries d'exploitation du bois, des séries de conservation, mais aussi des séries agricoles. Et avec le prix du cacao qui est à la hausse, quelquefois, les gens ont tendance à faire un peu plus d'agriculture dans ces espaces-là, qui, comme nous le voyons en 2024, il y a eu 6,9% de perturbations dans ce type d'occupation particulièrement. Mais pour les forêts de production, nous voyons également qu'il y a eu quand même un pic en 2017, même chose en 2020 et la situation est aussi continue jusqu'à présent. Et avec une perturbation, si on fait une petite photographie en 2024 de 3,16%, et nous pouvons aussi comprendre que avec déjà le fait que il y a eu de 2015 à 2024 une augmentation quand même des superficies allouées à l'exploitation parce qu'ici, quand nous parlons de forêts de production, il s'agit en même temps des unités forestières d'aménagement, mais aussi des forêts communales. Donc, la superficie aménagée a augmenté avec le temps. Mais quelquefois, il y a aussi des petites comment on peut dire, des communautés riveraines qui essaient d'attaquer les forêts de production. Et c'est pour cela que de plus en plus, nous interagissons avec les concessionnaires pour mieux surveiller leurs concessions. Et pour les aires protégées, nous voyons aussi qu'en 2017, il y a eu beaucoup de perturbations. Et ça, c'était surtout à l'est avec le barrage de Lompanga, où il y a eu la construction du barrage qui est très proche du parc national de Dendeng. Il y a eu l'arrivée des nouveaux acteurs et puis tout le monde n'étant pas vraiment des gens qui étaient habitués à la forêt, il y a eu ce genre de perturbations. Nous, on a mené des actions déjà avec l'équipe de conservation, mais aussi avec des communautés locales tout autour pour essayer de préserver cette situation. C'est pourquoi après cela, vous allez voir que les perturbations sont en train de réduire au fil du temps. Next. OK. Quand on essaie d'analyser la situation par zone administrative, on se rend compte que la perturbation en général est plus élevée dans la région du centre, suivie de la région de l'Est et de la région du Sud, qui sont en principe les régions les plus forestières du pays. Next. OK. Maintenant, s'agissant des moteurs de déforestation, comme pour le cas de la RDC, ici, nous pouvons toujours nous rendre compte que le premier moteur de déforestation, c'est l'agriculture itinérante. Ensuite, viennent aussi
on peut dire l'agriculture, l'agro-industrie. Et pour l'agriculture itinérante, comme on l'a dit, nous savons que pour mettre même en place les cultures de cacao, il va falloir défricher, mettre d'abord les cultures vivrières comme le maïs, le manioc, et avec le temps, on met en place ces cacaocultures qui permettent de reconstituer le couvert à la longue. Mais pour l'agro-industrie, dont vous voyez qui vient en deuxième position, il y a eu quand même, dans cette période de 2015 à 2024 aujourd'hui, deux grandes concessions qui ont été ouvertes, à savoir Camvert et Greenfield, respectivement dans la zone de Campo au sud Cameroun et dans le littoral autour de Yabassi, qui ont pu, vous savez, la mise en œuvre de ces types d'agriculture permet de couper à ras la forêt. C'est ça qui explique donc ces 44% de pertes de couverts arborés produites dans les zones dont les principaux moteurs ont entraîné la déforestation. Et puis, la prochaine perturbation après l'agriculture vivrière et l'agriculture industrielle, nous voyons quand même que viennent les choses un peu comme l'exploitation forestière, qui n'est pas très, très considérable. Et puis, nous avons d'autres types de cultures et d'autres sources comme les infrastructures. Next. OK, maintenant, qu'est-ce que nous faisons au niveau du Cameroun pour un peu orienter la prise de décision? Depuis la nuit des temps, comme vous le savez, ça fait déjà aujourd'hui 25 ans que nous appuyons le ministère des Forêts à l'élaboration de l'Atlas forestier et qui donne une idée ou des informations précises et à jour sur le cadastre forestier, les différents types d'occupation des terres forestières. Et puis, avec cet outil qui est développé, nous renforçons également les capacités des parties prenantes, à savoir la société civile, ceux qui travaillent dans l'observation indépendante. Nous renforçons les capacités aussi de toutes les unités de contrôle au niveau de l'administration publique. Nous renforçons les capacités du secteur privé. Il s'agit du secteur privé forestier, c'est-à-dire les responsables des concessionnaires forestiers, mais aussi du secteur privé agricole, que ce soit les exportateurs de cacao ou bien ceux qui accompagnent les cacaoculteurs dans les processus de durabilité comme la certification agricole. On les encourage à avoir ces données qui vont permettre pour les uns, c'est-à-dire la société civile, le secteur public, à planifier leur mission de contrôle sur le terrain, mais aussi pour ceux du secteur agricole à pouvoir analyser le risque dans la mise en œuvre de processus de durabilité quand ils suivent les producteurs sur le terrain. Et puis, ce que nous faisons, c'est que dans le renforcement des capacités sur les outils, on ne forme pas les gens seulement sur l'atlas forestier, mais les formations sont combinées aux données issues de l'imagerie satellitaire dans Global Forest Watch et on utilise également l'outil Forest Watch qui permet aux différents acteurs de pouvoir travailler sur leur zone d'intérêt qu'ils contrôlent en permanence. Parce que quand on est au niveau national, par exemple, les gens de la Brigade nationale de contrôle du ministère des Forêts, ils peuvent avoir un focus sur les UFA. Quand on est au niveau régional, les gens peuvent avoir comme intérêt un groupe d'UFA dans la région concernée. Et quand on est au niveau du service de conservation, les gestionnaires des aires protégées peuvent avoir comme intérêt juste leur parc avec la zone périphérique pour pouvoir contrôler tout ce qui se passe comme perturbation là-bas afin d'organiser les patrouilles pour mieux contrôler les ressources. Et comme je le disais, nous interagissons pour fournir des informations, même toutes les bases de données, à ceux qui œuvrent dans l'agriculture durable parce que quelquefois, ils ont besoin de toutes les bases de données pour inclure dans leur système et pouvoir suivre les producteurs dans la mise en œuvre des engagements internationaux tels que le règlement zéro déforestation de l'Union européenne. Et maintenant, comme troisième point, nous travaillons aussi déjà avec le gouvernement, mais aussi avec les communautés locales pour encourager la prise en compte
des communautés dans la participation aux politiques publiques en matière de protection des forêts. Nous venons de travailler avec le MINFOF parce qu'on a quand même vu que l'une des difficultés, c'est la gestion durable des forêts communautaires. On a déjà engagé un travail avec eux pour voir comment est-ce qu'on peut faire une réforme sur la stratégie de la foresterie communautaire pour que les communautés locales soient plus impliquées dans la gestion des entreprises communautaires et pouvoir aussi développer des entreprises qui protègent la forêt, mais qui sont basées sur les solutions basées sur la nature. Merci beaucoup. Je remets la parole à Théodile. Merci, Duclair. C'est nous qui te remercions infiniment. Alors, chers participantes, chers participants, ça fait environ 40 minutes que nous discutons. Nous avons présenté des données, celles de Global Forest Watch. Nous avons évoqué certaines des actions mises en œuvre par WRI. Mais WRI, ce n'est qu'un parmi de nombreux autres acteurs dans la sous-région. Et je voudrais maintenant, sans trop tarder, sans revenir sur ce qu'ont dit les collègues de WRI, lancer le panel de discussion de ce jour. Alors, c'est un panel de haut niveau parce que nous avons autour de la table virtuelle, M. Langding Mané, qui est le directeur de l'OSFAC. L'OSFAC, c'est l'Observatoire satelllital des forêts d'Afrique centrale, basé en RDC, mais avec des activités dans toute la sous-région. Nous écouterons également dans quelques instants Madame Orline Ndike Bilongevogo, qui est la secrétaire générale de Field Legality Advisory Group, FLAG, une organisation basée au Cameroun, mais avec des actions à travers la sous-région. Et puis nous aurons la chance d'écouter le docteur Richard Soufo, qui est senior scientist au CIFOR ICRAF. Comme vous le savez, CIFOR ICRAF, c'est le Center for International Forestry Research et World Agroforestry. Et enfin, et pas des moindres, certainement pas des moindres, nous avons avec nous aujourd'hui M. Georges Nebakwa, qui est team leader dans le Congo Basin Landscape Initiative du programme des Nations Unies pour l'environnement. Alors, je ne sais pas si la technique peut permettre qu'on ait tous les panélistes visibles. Et je voudrais commencer avec une question, la même pour vous tous, hein, chers panélistes. Mais je commencerai avec vous, Landing. Vous avez écouté, vous connaissez ces données puisque vous travaillez avec l'OSFAC. Vous êtes un producteur, compilateur des données. Euh, Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Quelles sont vos réflexions à chaud à ce stade? Landing? Oui, ok. Merci. Bonjour à tous. Bonjour Théodile. Landing. Oui, vous m'entendez? Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, Landing, très bien. Ok. Merci Théodile. Merci, monsieur le modérateur. Donc, je tenais d'abord à remercier WRI pour l'invitation qui nous a été faite pour être parmi les panélistes. Comme vous l'avez dit, moi, je suis Landing Mané. Je suis le directeur de l'OSFAC depuis plus d'une dizaine d'années. L'OSFAC est l'Observatoire satellitaire des forêts d'Afrique centrale. Et OSFAC travaille dans la sous-région depuis 25 ans, parce que OSFAC existe depuis 2000. Et nous faisons ce monitoring des forêts. Et nous travaillons en étroite collaboration parfois avec WRI et l'Université du Maryland surtout. Et nous contribuons de temps en temps aussi aux données de Global Forest Watch qui ont été présentées. Donc, les deux questions qui nous ont été posées concernant les données. Donc, pour cette première question, donc je dirais que les données présentées par WRI sont très bonnes dans ce sens que dans le bassin du Congo, on a besoin d'avoir des données fiables, mais aussi des données qui sont mises à jour régulièrement. Et grâce à Global Forest Watch, on parvient à avoir ces données, surtout renouvelées, mises à jour régulièrement. Donc, c'est pour dire que ces données-là sont très utiles. Mais pourquoi on doit suivre les forêts du bassin du Congo? Parce que c'est une zone très vaste
Et Global Forest Watch utilise beaucoup les données de télédétection parce que j'ai vu les questions qui ont été posées. Certains demandaient est-ce que c'est des données de comment on fait pour avoir ces statistiques. Ces statistiques sont obtenues à travers les données satellitaires, mais aussi à travers certaines données collectées sur le terrain pour valider les données de télédétection. Mais pourquoi il est important de suivre les forêts du bassin du Congo? Comme vous le savez déjà, la contribution des forêts dans l'économie des pays du bassin du Congo et aussi les forêts aussi jouent un grand rôle dans la vie quotidienne des populations. Il n'y a pas que ça. Puis on a noté aussi que pour l'atténuation du climat, du changement climatique, les forêts aussi jouent un grand rôle. C'est la raison pour laquelle ce facteur forêt a été intégré dans le cadre des Nations Unies, le changement climatique. Donc ces forêts sont suivies et on a vu que ces forêts contribuent à pas moins de 20% sur les émissions de gaz à effet de serre, d'où l'importance de suivre ces forêts. Et d'autre part aussi, on a vu que depuis 2008, que beaucoup de pays du bassin du Congo, presque tous les pays du bassin du Congo, sont en train d'implanter des processus RED pour réduire les émissions liées à la déforestation, à la dégradation, d'où encore l'intérêt de ce sujet qu'on nous a apporté aujourd'hui, WI. Et toujours dans ce contexte de changement climatique, bon, il est important de disposer des informations fiables, comme je l'ai dit tantôt, sur toute l'étendue des forêts du bassin du Congo, de suivre les pertes et les changements, et aussi de quantifier les stocks de carbone, parce que pour calculer les émissions, il faut passer des étendues, des données de des données d'activité et des données d'activité à combiner aux inventaires. On parvient à avoir la biomasse, tout ce qui concerne biomasse, mais aussi calculer le carbone pour arriver aux émissions de gaz à effet de serre que nous utilisons pour quantifier un peu les impacts au niveau des changements climatiques. Donc, c'est pour dire que toutes ces informations sont utiles et nécessaires pour les politiques de conservation et de gestion durable des forêts dans le cadre du bassin du Congo. Et les présentations ont montré que la déforestation va crescendo. C'est normal, hein? C'est une situation. Bon, là, on ne pas dit que c'est pas bien parce que les pays sont en train de se développer et la population des pays, la population de ces pays est en train de croître aussi, ce qui fait que les activités aussi croissent. Les activités qui s'accroissent aussi engendrent cette déforestation. Et certains moteurs ont été identifiés, hein, on l'a vu dans les présentations, notamment l'agriculture, la coupe du bois, la carbonisation, le bois d'œuvre, les infrastructures, les feux, les mines. Tous ces moteurs-là, tous ces facteurs jouent un grand rôle dans la déforestation. Mais quand même, parfois, il faut faire attention. Parfois, on voit même dans les commentaires, on dit parfois que le moteur principal, c'est l'agriculture itinérante sur brûlis, le shifting cultivation. Oui, à l'échelle nationale, parfois, on peut voir que c'est le moteur principal. Mais il ne faut pas trop généraliser. Parfois, quand on descend à certaines échelles, à l'échelle des provinces, par exemple, au niveau de la RDC, à l'échelle des départements, peut-être au niveau du Congo, à certaines échelles, on voit que ce ranking-là n'est pas suivi. Ce n'est pas toujours l'agriculture itinérante sur brûlis qui vient en premier. Elle peut se retrouver en deuxième ou en troisième position. Donc, faisons attention. Il faut toujours tenir compte de l'échelle avant de dire que c'est tel moteur qui est le moteur principal. Je vais vous donner un exemple. Quand je prends le cas de la RDC, généralement, on parle d'agriculture sur brûlis comme étant le moteur principal. Oui, c'est vrai. Mais quand on descend à l'échelle des provinces, je prends l'exemple de la Chopo. Oui, l'agriculture sur brûlis est le moteur principal. Mais si vous descendez, vous allez au niveau du OLE, la carbonisation, par exemple, je prends la carbonisation qui était en deuxième ou troisième proposition dans la Chopo et en quatrième position dans le OLE. Et dans la province du Bas-Ouélé, cette carbonisation n'arrive qu'en sixième position. Donc, faisons attention, tenons toujours compte des échelles en parlant des données et en faisant le ranking sur les moteurs de la déforestation. La place des feux, je vois aussi que les feux ont été mentionnés. Oui, c'est vrai que les feux jouent un grand rôle, on l'a constaté ces dernières années, et c'était un moteur très négligé. Mais ces feux-là commencent à jouer un grand rôle au niveau de la déforestation, mais ce n'est pas le moteur principal, il faut le dire. C'est pas encore, bon, on peut dire que c'est
c'est un moteur qui est là, qui est en train de venir, mais il n'est pas le moteur. Si on fait un peu un ratio, il peut occuper peut-être la 6e ou 7e position, mais ce n'est pas la première au niveau de l'Afrique. Parce que quand, par rapport à une étude que nous avons réalisée, on peut voir que dans certains pays, que le feu n'arrive qu'en 5e position comme étant un moteur de la déforestation. Donc, il est Ok, intéressant. Landing. Oui. Je pense qu'on va revenir sur les questions qui ont été posées dans le chat, mais je comprends bien vos réflexions sur les données. J'apprécie, il faut toujours réfléchir en termes d'échelle et savoir relativiser. Tout à l'heure, c'est-à-dire dans une quinzaine de minutes après que tous les intervenants aient dit un mot, nous allons ouvrir, hein, nous vous donnerons l'opportunité de réagir à toutes les questions qui sont posées dans le chat, dans le Q&A. Et je voudrais aussi inviter ceux qui sont, tous nos participants, n'hésitez pas à poser des questions et à les adresser même à certains des intervenants. Les questions, c'est un panel co-organisé avec toutes les structures présentes ici. Merci Je beaucoup, vais Landine. Je reviens. Oui, pardon? terminer par une solution. Théodile, si vous me le permettez. Tu me donnes 1 ou OK, 2 minutes. vas-y. Je termine par les Vas-y, s'il te solutions. plaît. La deuxième question. Donc, je veux dire que pour les solutions, elles sont connues, hein, certaines sont déjà appliquées. Donc, la mise en place d'un cadre légal d'exploitation forestière, parce que si ce n'est pas régulé, chacun fait n'importe quoi et n'importe comment. Mais aussi, il faut accompagner les sociétés forestières, devant que Bora l'a déjà mentionné dans le processus de certification, parce que suivre les bois exploités permet aussi de diminuer un peu la déforestation. Mais aussi les concessions forestières. D'après les études, il faut promouvoir les concessions forestières, parce que tel qu'on l'a vu aussi dans les études que nous avons réalisées, on a vu que dans les concessions forestières, la déforestation est en train de diminuer. Donc, ce qui veut dire, en mettant en exergue ces projets forestiers, on peut diminuer aussi la déforestation. Il faut la restauration des paysages. La restauration des paysages, beaucoup de paysages sont dégradés. Il faut les restaurer à travers l'agroforesterie, mais aussi à travers la mise en défense et autres. Mais l'agriculture, comme on a vu, c'est un des moteurs principaux sur la déforestation. Il faut pouvoir essayer de l'intensifier dans les zones non forestières, principalement dans les zones de savane. Cela va permettre de diminuer la pression sur les forêts primaires, comme on l'a vu actuellement. Mais aussi, il faut soutenir les programmes RED, les émissions liées à la déforestation dans les pays des bassins du Congo. Et l'autre alternative est trouver des alternatives à l'utilisation du bois, la carbonisation, parce que c'est un des grands moteurs aussi. Donc, les gens ont besoin d'énergie. Peut-être qu'il faut essayer de trouver d'autres sources d'énergie pour diminuer cette pression avec la carbonisation. Mais le grand problème par lequel je vais terminer, c'est la mise en place des schémas d'aménagement, des plans d'aménagement. Parce que beaucoup de pays dans le bassin du Congo n'ont pas de plan directeur d'aménagement. Quand on n'a pas de plan d'aménagement, on fait n'importe quoi, n'importe où. Alors que si on a ces plans, tout sera mieux géré et on saura quoi faire et les forêts peut-être seront mieux portées, protégées. Heureusement, dans beaucoup de pays du bassin du Congo, les gens sont en train de mettre en place ces schémas d'aménagement et ces plans d'aménagement qui vont peut-être bien aider à diminuer un peu la déforestation au niveau du bassin du Congo. Merci Théodore. Merci infiniment, Landy. Merci. C'était extrêmement riche. Merci beaucoup. Oline, je passe la parole. Je viens vers vous tout de suite. Même question. Quelles sont vos réflexions après avoir écouté ces interventions des collègues de WAI, très savamment complétées par Landy? Oline? Oui, Théodile, merci beaucoup pour la parole donnée. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis Orline Jiké, comme Théodile l'a annoncé, la secrétaire générale de Field Legality Advisory Group, qui travaille sur les questions de gouvernance, notamment la transparence et la légalité dans la gestion des ressources forestières et naturelles. Au vu des données qui ont été présentées par WRI sur les moteurs de déforestation, la tendance croissante de la déforestation dans le bassin du Congo, je me sens interpellée en tant qu'acteur de la société civile par rapport aux dispositions qui sont prises ou qui peuvent être prises pour réguler ou alors maîtriser cette déforestation pour que nous n'atteignions pas un seuil critique. En même temps, je pense à l'encadrement juridique de cette déforestation, de comment est-ce qu'on arrive à maîtriser cette déforestation. Je pense aux structures de gouvernance qui sont mises en place. Je pense aux politiques forestières qui peuvent être mises en place
pour pouvoir maîtriser justement ces chiffres qui veulent nous échapper à un moment donné? Je voudrais, par exemple, surtout revenir sur les feux de brousse qui ont été présentés dans toutes les présentations. Donc, c'est un facteur qui est identifié par les études WRI comme contribuant également à la déforestation. En parcourant les différentes législations, on ne voit pas explicitement comment est-ce que les feux de brousse sont gérés, comment est-ce qu'on se prépare à maîtriser ces incendies, quelles sont les modalités qui sont prises pour pouvoir responsabiliser les uns les autres pour que ce phénomène ne grandisse pas davantage. Vraiment, ça me fait vraiment me questionner. Et je pense aussi à ces facteurs, notamment l'exploitation illégale forestière. Je sais que les données ne sont pas très liées à ce facteur-là, mais nous pensons que l'exploitation forestière illégale participe lourdement aussi à la déforestation, peut-être surtout au Cameroun. Si on peut se rendre compte que depuis 10 ans, le nombre de titres d'exploitation augmente et forcément l'espace à déforester augmente. Et très souvent, ces titres sont des titres qui sont exploités sans plan d'aménagement. Ce sont les petits titres. Et forcément, ça influence vraiment euh, le couvert forestier. D'ailleurs, les moteurs de déforestation, pour moi, sont connectés, interconnectés. Si on prend, par exemple, l'agriculture, oui, l'agriculture est un moteur de mais l'agriculture est faite de manière peut-être intense ou plus intense maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a des problèmes de sécurité alimentaire. La demande est grande. La demande est grande, les espaces fertiles semblent s'amenuiser, également du fait des changements climatiques, des effets du changement climatique, ce qui pousse vraiment les uns et les autres à agir de manière peu concertée, pas harmonisée, sans vraiment tenir compte de l'impact de toutes ces pratiques-là sur nos forêts, sur nos couverts forestiers et sur la vie, la vie de chaque personne dans le bassin du Congo. Donc, peut-être que je vais pas aller très, très loin, sachant qu'il y a un deuxième round pour parler des solutions. Je vais m'arrêter là, Théodile, si tu en conviens. Mais Oline, je me permets de te relancer justement, puisque tu as introduit le mot solution. Est-ce que tu pourrais nous dire en 1 ou 2 minutes ce que tu verrais comme, pas la solution miracle, mais quelques éléments de solution pour agir sur Oui. les problèmes observés? Oui, l'une des solutions que je verrais, ce serait vraiment d'assainir l'état de la gouvernance dans nos pays. Parce que toutes ces choses qui arrivent dans nos forêts sont intrinsèquement liées à la situation de gouvernance. Tant que nous sommes hantés par la corruption, tant que les titres sont attribués de manière peu sérieuse, je dois le dire ainsi, on n'arrivera pas à conduire des solutions durables. Donc, pour moi, il faut d'abord assainir l'état de la gouvernance. Ça veut dire encadrer toutes ces pratiques et vraiment veiller à ce que les consignes ou alors les règles soient respectées par chacun. Pour moi, c'est une solution primordiale, veiller à ça. Un autre aspect peut aussi être au niveau de la fiscalité incitative. On en parle beaucoup. Moi, je dirais peut-être la fiscalité verte, où on pourrait amener les opérateurs économiques, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de l'exploitation forestière, de l'exploitation minière, à intégrer le fait que
l'exploitation ou bien les activités qu'ils sont en train de mener peuvent causer du tort à notre environnement, à notre forêt, de les amener justement à investir également dans des solutions pratiques pour mitiger les dégâts que leur activité peuvent causer à la forêt et à nos ressources de manière générale. Et peut-être une autre solution que j'ai en idée, c'est d'encadrer davantage le secteur informel dans tous les domaines. Beaucoup d'acteurs dans le bassin du Congo, que ce soit en RDC ou au Cameroun, travaillent de manière informelle. C'est le secteur le plus proliférant et qui, à un moment donné, cause également beaucoup de dégâts parce que justement, chacun peut se lever un matin, se lancer dans une activité en essayant de se débrouiller, comme on dit au Cameroun, pour faire quelque chose. Donc, il serait euh, important d'encadrer, de formaliser cet informel-là pour que nous soyons tous sur un même pied de vision par rapport à ce que nous voulons pour nos forêts, pour notre environnement. Et bien sûr, avec les lois également, pour maîtriser déjà l'aspect feu de brousse qui est en train de de prendre un peu d'ampleur, de mieux l'encadrer et vraiment de sensibiliser et de renforcer, de former les uns et les autres à pouvoir gérer ce type d'écart naturel qu'on peut avoir ou alors provoquer que nous pouvons avoir lorsque nous menons nos activités. Théodile, j'ai dit. Merci. Merci infiniment, Oline. C'était évidemment très riche. Et lorsque tu évoquais certaines des questions qui se posent aujourd'hui, je pensais naturellement au chercheur Richard, qui, depuis de longues années, en tant que responsable du RESAC, mais aussi pour avoir travaillé sur d'autres initiatives, j'imagine, observe justement à la fois les problèmes et les solutions. Mais Richard, première question. Quel est ton regard aujourd'hui après avoir écouté ce qui a été dit, mais aussi après avoir écouté ce qu'ont dit Olin et Landing, hein? Ouais. Bonjour, merci beaucoup, Théodile. Merci pour cette invitation. J'espère que tout le monde m'entend bien parce que mon Internet n'est pas Très très bien. stable. OK. OK. Bon, moi, c'est Richard Suffo. Je suis chercheur au CIFRO ICRAF et à la base, je travaille sur les questions d'aménagement et surtout de cartographie et de géomatique. C'est mon premier travail que j'ai eu au niveau des questions forestières. Bon, euh, en tant que chercheur, j'aimerais bien remercier déjà les présentateurs pour le travail qu'ils ont fait et les données précieuses qui ont été présentées. Il faut dire que l'OURI fait un travail incommensurable dans la sous-région pour mettre à disposition des acteurs de la forêt des données fiables qui peuvent être utilisées par ces différents acteurs-là. Nous espérons que c'est des données qui sont utilisées par les différents acteurs, mais malheureusement, parfois, il y a des difficultés. J'aimerais, en tant que première remarque, me focaliser sur la perte du couvert forestier et faire une remarque que quand euh, je pense que Roger a présenté, il y avait au niveau du Congo, au nord Congo, dans les tourbières, un fort taux de zone de hotspot de déforestation. Moi qui ai perdu, Richard, ou c'est moi qui suis perdu? Est-ce que tout le monde peut m'entendre? On l'a Oui, on perdu. t'entend, Théodile. Superposition Oui, Ok. on ne suit d'acteurs, plus mais Richard. Donc, allô? Vous Oui, oui, m'entendez? oui, Richard, nous OK, t'avons perdu c'est quelques bon. secondes quand tu parlais du Non, Nord Congo. excusez-moi, c'est pas de ma faute, Pas de excusez. problème. Ouais, je disais que en fait, au niveau de ces zones, il est vrai qu'on a une superposition des utilisations qui peut être questionnable sur dans l'avenir,
Mais pour l'instant, quand on regarde bien, il y a beaucoup plus d'activités de conservation et aussi des activités d'exploitation forestière qui, sur le plan de la déforestation en elle-même ou bien de période de couverture forestière, peut intervenir au niveau des routes permanentes. Ça, c'était d'un. De deux, l'une des questions que je me pose au niveau de la perte de couvert forestier, c'est au niveau du suivi des activités qui sont liées aux nouvelles spéculations. Tout le monde sait très bien que depuis quelques années, il y a une hausse importante des coûts, que ce soit des prix des matières des demandées comme le caoutchouc, le palmier à huile. Dans la sous-région, là, c'est visible, on peut facilement mesurer, mais au niveau du cacao, qui est une culture parfois faite sous ombrage, il est important de trouver des moyens. C'est que Douvet, travaille déjà là-dessus, de trouver des moyens pour bien faire le suivi de ce type d'utilisation ou bien d'activité, en notant bien que la culture pérenne de ce type, ces spéculations comme cacao sont des spéculations qui de nos jours vont être les nouveaux moteurs de déforestation en tenant compte de ces moteurs indirects qui est le cacao ou bien la demande du marché. Bon, sur le plan des données, j'aimerais faire une remarque précise sur à la fois la prise en main. Le travail qui est fait, on a des données très importantes au niveau de l'OEI, mais il y a un problème de prise en main de ces données, à la fois par les administrations locales et aussi par disons, les institutions spécialisées au niveau sous-régional, c'est-à-dire les INC, qui en fait doivent utiliser ces données ou bien qui doivent valider. Tout à l'heure, il y avait une question sur la validation. Je vais insister là-dessus pour dire qu'il y a un chapitre, en fait, il y a un document qui est rédigé pour mieux comprendre les données disponibles. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de données produites par l'ORI, mais le plus souvent non appropriées ou non validées par les autorités ou bien par les utilisateurs, que ce soit les populations, que ce soit les autorités. Et c'est un domaine assez important sur lequel il faudrait qu'on insiste parce que nous, après la production scientifique des données, tout est clair et tout est valide qu'il y a déforestation. On voit, on a les données chiffrées, mais est-ce que ces données sont validées par les administrations? Donc, il serait important qu'après le travail de la science, vienne le travail d'appropriation et de validation des données par les administrations qui sont les autorités et qui doivent valider ces données au final. Je pense que voilà quelques éléments, je ne veux pas prendre du temps, que je pourrais dire d'abord. Après, je pourrais revenir sur deux éléments plus précis dans la suite des questions. Merci. Merci Richard. Et puis évidemment, tu auras le temps de réagir. Je le dis à toi, mais je le dis aussi à tous les autres panélistes. N'hésitez pas à regarder dans le chat aussi parce que vous aurez l'opportunité dans quelques instants de répondre aux questions spécifiques qui ont été posées. Chers participants, soyez juste un tout petit peu patients. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, mettez vos questions. Adressez-les, n'hésitez pas à adresser-les à l'un des 7 panélistes ayant intervenu jusqu'à présent. Nous prendrons quelques minutes pour pouvoir les adresser. Georges, je me tourne vers toi maintenant. Toi qui es opinieux, qui est un observateur, plus qu'un observateur, un acteur de la sous-région. Que t'inspirent ces données? Qu'est-ce que tu en penses? Et puis, évidemment, qu'est-ce que tu vois comme piste de solution pour non pas stopper la déforestation, mais au moins la maîtriser? Georges? Bonjour collègues, bonjour tout le monde, bonjour Théodile. Merci de l'opportunité au fait pour que nous participions à cette réflexion sur les données. Et bien entendu, comme avant cette réunion, Landin, Mané et moi étions à une autre réunion sur la science et la connaissance ce matin. Ici à Kinshasa, je me suis mis de côté pour participer à ce call où il est question de réfléchir à l'importance de l'organisation, de la structuration des acteurs autour de la science. Bien que portant sur les questions de tourbière, cela marque l'importance de données fiables, accessibles, disponibles
pour pouvoir accompagner la prise de décision. Nous travaillons sur les mêmes problématiques, bien entendu. Et bien sûr, on reconnaît l'autorité que le travail de WRI a depuis un certain nombre depuis plusieurs décennies maintenant, à aider, à accompagner la prise de décision informée en matière de gestion des forêts dans le bassin du Congo. Cela dit, j'ai regardé les données. Bien sûr, nous avons toujours affaire aux usual suspects, c'est-à-dire en matière de déforestation. Quelques chiffres m'ont fait un peu sauter. Bon, maintenant, il va falloir regarder parce que quand on prend les gros chiffres, on peut dire, certains chiffres peuvent dire que c'est presque la moitié de la superficie forestière d'un pays comme le Cameroun qui aurait été détruit en 4 ans. Ou des choses comme ça. Bon, ça, c'est à voir. Ça m'a mené à me poser la question, qu'est-ce qu'on met sur... quelle est la définition de perte de couvert forestier? Et puis, quel est le temps d'analyse? Parce que les facteurs comme le feu de brousse, quand on regarde dans certaines zones, notamment les zones savanicoles où il y a des forêts, les feux de brousse sont parfois un outil d'aménagement ou de renouvellement des ressources. Ça peut avoir de l'impact sur la biodiversité en fonction de l'intensité, mais si c'est fait de façon saisonnière. Mais aussi, on voit que ça renouvelle souvent le paysage pour les zones où il y a des éleveurs et tout le reste. Donc, il y a un peu peut-être ces facteurs-là qui peuvent permettre de faire un certain nombre de variations d'analyse pour comprendre les facteurs réels qui contribuent à la déforestation. Bien, regardant les chiffres et tous les moteurs, j'avais une grosse question. Pourquoi? Why? Parce que le why est important. Nous savons que la donnée scientifique est une connaissance, mais aussi c'est une arme. Présentée d'une certaine façon, ça peut amener à des prises de décisions injustes. Parce que tout de suite là, si j'étais décideur et tout de suite là, politicien, je vais prendre de l'action, je vais dire, oh, ou bien ne pas prendre de l'action, je vais dire, ouais, c'est les paysans qui coupent la forêt, de l'agriculture de subsistance qui coupent les forêts. Peut-être c'est un fait. Mais il y a pourquoi? On regarde les moteurs de déforestation, mais quelles sont les causes profondes? J'aimerais qu'il y ait un travail sur les causes profondes de la déforestation. On voit que souvent, à l'approche des grands événements politiques et tout, il y a une augmentation de braconnage. Bien, la cause profonde, on va dire, c'est les communautés qui braquent parce qu'on va voir le pygmée qui a attrapé un arme, on va aller le couper. Bon, ça permet de cacher celui qui a fourni l'arme parce qu'il va servir de bouc émissaire. Donc, il y a le pourquoi. D'autres exemples, c'est que il y a vraiment des causes structurelles qui sont là. C'est-à-dire que quand on a vu avec les plans d'ajustement structurel, il y a eu des conséquences directes sur la déforestation, le braconnage, parce que ça a créé des conditions d'insécurité. Les gens ont développé des stratégies de subsistance. Donc, si on regarde les causes profondes, on peut expliquer pourquoi. Au Cameroun, Orline parlait tout à l'heure des problèmes de gouvernance, où parfois, on a souvent dit la certification forestière a été introduite et facilitée pour servir les grandes entreprises parce qu'ils exploitent pour le marché extérieur. Mais la consommation locale est alimentée par le bois illégal parce qu'il n'y a pas de mécanisme pour faciliter correctement le bois légal dans les marchés locaux. Mais les gens ont besoin de bois pour construire. Bon, quelles sont les conditions de légalité pour alimenter le marché local? Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on peut regarder. Tout comme le cacao, les prix du marché peuvent encourager la déforestation pour le cacao ou bien l'huile de palme. Donc, il y a cela, si on regarde,
on peut bien comprendre pourquoi certains comportements et on peut aussi voir s'il faut prendre des décisions où il faut mettre l'accent au lieu de répondre du tic au tac, parce qu'on dit que c'est l'agriculture itinérante sur Blue. On va aller attaquer les pauvres qui se battent au lieu d'attaquer les causes de la pauvreté qui sont parfois des causes structurelles liées aux politiques, liées aux stratégies qu'on met en place. Donc, toutes les questions du why doivent être prises en compte. Nous avons parlé des concessions forestières. Si on les regarde déconnectées des paysages où ils existent, ou la concession forestière qui se met en place dans une zone où qui n'est pas habitée, va peut-être drainer une population d'au moins 5 à 10 000 habitants pour venir trouver les populations locales. Ça crée ce que ça crée. Même si la concession elle-même est certifiée, elle fonctionne et tout le reste, mais il y a une pression qui va naître. Donc, toutes ces causes systémiques, nous devons pouvoir les regarder pour comprendre les interrelations qui conduisent à la déforestation, aux pertes du couvert forestier, et peut-être bien définir ce que nous entendons par perte de couvert forestier, et à quel moment on détermine qu'il y a une perte. Je suis sûr que si c'est de l'observation satellitale qui passe lors des saisons, les saisons sèches où on met des feux en savane, on va peut-être enregistrer ça comme une perte. Est-ce que quand on revient faire la même chose en saison pluvieuse, est-ce qu'on va encore dire qu'il y a une perte dans la même zone? Donc, juste pour dire peut-être certaines choses qu'il va falloir regarder pour qu'on soit assez clair et précis dans les mesures que nous faisons et les conclusions que nous tirons, parce que c'est important pour orienter les politiques et qu'on ne prenne pas des politiques basées sur des choses erronées. Bien, cela étant, oui, la déforestation dans le bassin du Congo avance, mais il faut tenir compte du fait que les recherches aussi montrent que 80% des forêts du monde, des écosystèmes qui sont durablement gérés sont situés dans les territoires gérés par les communautés. Parfois mieux que dans les aires protégées. Donc, il faut peut-être toujours qu'on balance. Bon, maintenant, on peut observer, quand on regarde les différents facteurs qui conduisent à la déforestation, qu'on fasse la part des choses entre les facteurs qui amènent les pauvres à déforester. Est-ce que c'est les communautés locales résidant des forêts? Est-ce que c'est les gens qui sont venus chercher des opportunités? Est-ce que c'est les travailleurs recrutés par les grandes entreprises industrielles qui sont mal payés, mais qui se arrondissent les fins de mois en exploitant les ressources naturelles, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, toute cette chaîne de choses est importante à comprendre pour que les données puissent servir des causes justes et non des politiques mécaniques qui ne sont pas justes et sont dirigées à enlever aux pauvres ce qu'ils n'ont pas déjà. Donc, Merci voilà. beaucoup, Georges. Merci infiniment et merci. Et oui, quelques précisions. La première, c'est que mes collègues ont mis dans le chat toute la méthodologie. Ils ont mis quelques liens là pour aider à comprendre comment on parvient à trouver ces données. Et puis, les questions définitionnelles pertinentes que Georges a posées sont répondues dans certains de ces liens-là. Mais Georges a posé des questions encore plus stratégiques sur les causes structurelles. Et l'idée aussi d'un webinaire comme celui-ci, c'est de permettre à nous tous de réfléchir non pas seulement aux causes structurelles, mais aussi aux solutions structurelles. Je vois que nous disposons d'environ 10 minutes pour conclure ce webinaire. Je voudrais donner l'opportunité d'abord à nos panélistes, à ceux du panel de discussion, de prendre une minute et de choisir une question dans le chat précise, dans la section questions-réponses, une question précise, et vous pouvez indiquer la personne pour laquelle la question que vous répondez de manière spécifique. Je vous prierai de répondre davantage aux questions sur les solutions, hein. Donc, je vais commencer par Landing. Une minute, vraiment pas plus, juste pour répondre à une des questions qui a marqué ton intérêt dans le chat. Landing, tu peux y aller. Pendant que Landing se prépare, est-ce que Orline peut y aller?
Ah Ah, non, Landine est là. Ah oui, Landine, nous t'écoutons. euh, il y a une question qui est souvent revenue, la question relative au feu, au feu. Certains se Mhm. demandent, est-ce qu'il y a des feux? Les feux sont dans les forêts ou les feux sont dans les savanes? Et certains se demandent sur l'importance des feux. Oui, avant, dans le bassin du Congo, les feux, on notait les feux uniquement beaucoup plus dans les zones de savane. Et comme l'a dit Georges, les feux sont parfois utiles, elles sont utilisées par par les populations dans leurs activités pour renouveler le couvert forestier et pour une gestion parfois qu'ils appellent durable des forêts dans leur zone. Mais dans la zone forestière, on a noté depuis quelques années qu'il y a des feux qui sont en train de se développer, même dans la zone humide. On a eu des discussions avec un ami qui me dit non, ça ne pose pas un problème. Si, ça commence à poser un problème. Parce que quand on regarde, même dans les zones humides, on commence à avoir des feux. Et si ces feux se déclenchent dans les zones de tourbière, comme on l'a noté quelque part dans la zone de Mongala au centre de la RDC, ça peut libérer beaucoup beaucoup de gaz qui ont été stockés dans les tourbières. Donc, ce n'était pas une problématique avant. Maintenant, ça commence à devenir une problématique. Ce n'était pas OK. un grand moteur de déforestation, mais maintenant, ça commence à devenir un moteur qu'on doit peut-être gérer pour le maîtriser. Voilà ce que je pouvais dire. OK. Merci, merci, Landine. Au moins, s'il faut surveiller davantage, il faut réfléchir, il faut encadrer. Orline le disait déjà. Orline, est-ce qu'il y a une question particulière, une question qui a retenu particulièrement ton attention ou un commentaire venu des participants? Oui, Théodile, il y a la question de Simon Tamougan qui revient sur les problèmes de corruption qui empêchent la mise en application des lois et se demande quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place pour résoudre ces défis. L'une des solutions que nous, au niveau de la société civile, nous expérimentons, c'est l'observation indépendante. Bon, c'est pas observer juste pour observer, mais observer pour informer, pour bousculer la prise de décision, pour demander plus de redevabilité à ceux qui ont la charge de gérer les ressources naturelles pour nous tous. C'est vraiment d'interpeller et de pousser à plus de rigueur, à plus de sérieux pour la gestion durable de nos ressources. Donc voilà un peu par rapport à la société civile, un type d'action qui est mis en œuvre pour amener au changement. Merci Merci, Théodile. évidemment, chacun a un rôle à jouer dans cette dynamique. Merci, Orline. Richard? Ouais, vous m'entendez, j'espère? Très bien, Richard. Oui, j'aimerais, pour les solutions, revenir un peu au niveau des moteurs de déforestation parce que, vous savez, tous les pays bassins du Congo, du moins ceux qui sont orientés vers euh, le processus RED+, à l'époque, ont fait des études sur les moteurs directs et indirects dans les différents pays. Et les Richard, nous t'avons malheureusement perdu. Richard? Nous avons perdu Richard, mais je n'ai nul doute qu'il reviendra, qu'il nous reviendra très vite. En attendant, Georges, est-ce que tu veux prendre une minute? OK. Bon, je ne pense pas avoir grand-chose à dire. Je vais juste réinsister sur le fait effectivement, que les données puissent être assez explicitement présentées et les questions non creusées, non prises en compte, s'il y a un mécanisme de les rendre visibles quand on présente la donnée. Parce que beaucoup vont directement copier les graphiques et prendre des décisions sur cette base. On doit trouver un mécanisme pour que les données soient présentées avec
des textes qui expliquent et clarifier ce qu'on n'a pas pris en compte, ce qu'on a pris en compte, pour que les politiques ne soient pas prises sur la base des informations erronées. Certains bailleurs de fonds, effectivement, pourront tout de suite là dire, bien certaines grandes puissances peuvent bien justifier leurs approches en fonction de ce qu'ils voient, pas de la réalité, de la complexité des phénomènes et de toutes les causes profondes qui justifient pourquoi telle ou telle chose. Donc, c'est déjà très important qu'on puisse mener des interprétations, communiquer là-dessus pour que les gens voient les différentes interrelations, la complexité de tout ce qui explique la situation actuelle. Merci beaucoup. Merci. C'est bien d'avoir la donnée, c'est encore mieux d'avoir l'information. Donc, de faire un travail d'analyse. Et j'en profite pour répondre à une question d'un participant. Oui, nous allons produire, déjà il y a quelques blogs qui ont été produits, mais dans quelques mois, nous allons partager un blog spécifique au bassin du Congo qui ira plus en détail sur ces données. Richard avait la parole, je vais lui donner 30 secondes pour conclure son mot avant de nous diriger vers la fin. Richard? Oui, j'étais en train de parler, excusez-moi, c'était le réseau, de parler des moteurs de déforestation et des solutions qui peuvent être apportées. Donc, ce serait bien de s'appesantir sur chaque moteur de déforestation directe et surtout de trouver les solutions. Et je pense il y a eu beaucoup d'études, que ce soit en RDC, au Cameroun, ou ici, ou bien au Congo, Brazzaville, on a des solutions. Deuxième chose, ce serait d'impacter sur les politiques, parce qu'en fait, c'est les politiques qui prennent les décisions. Et au niveau des politiques, il est important que les différents acteurs qui travaillent sur la question mettent des moyens pour que les politiques puissent s'approprier des données et surtout de ne pas s'affoler au vu des données, comme l'a dit tout à l'heure Georges, mais plutôt de prendre des décisions juste basées sur des données, mais des données qui ont été ajustées par des institutions comme WRI qui travaillent avec des politiques qui puissent prendre des meilleures décisions. Parce que ces données, aujourd'hui, on se rend très bien que les acteurs politiques, le plus souvent, n'ont pas ces données et ou parfois font fi de ces données, même s'ils les ont. Et donc, c'est important aujourd'hui qu'on agisse sur les politiques, sur les premières décisions pour qu'ils puissent s'approprier et surtout prendre des décisions sur la base de ces données scientifiques. Merci. Merci infiniment, Richard. Et puis, comme nous l'avons entendu de la part de Bora et de Duclerc, notre rôle, c'est justement l'une des principales interventions que nous menons dans les deux pays, République démocratique du Congo et Cameroun, mais aussi en République du Congo, c'est d'informer la décision, informer les politiques. C'est crucial. Je sais qu'il y a plein d'autres questions. J'ai vu que dans le chat, dans la section, la rubrique questions et réponses, mes collègues ont commencé à répondre et ils ont répondu déjà, il me semble, à au moins 60-70% des questions. Sans doute pas à toutes les questions pour le moment. Et donc, je voudrais, avant de conclure, d'abord faire une promesse, c'est que nous prendrons le temps de réagir à toutes vos questions et dans quelques semaines, nous renverrons à la fois donc cet enregistrement, l'enregistrement de cette session, la présentation, mais aussi des réponses aux questions. Ça, c'est le premier engagement que nous voudrions faire. Le deuxième, c'est qu'il semble que certains participants et certaines participantes seraient intéressés à en savoir plus, creuser davantage les données, comprendre ce qu'elles impliquent. N'hésitez pas à vous rapprocher de nos collègues. Vous avez deux principaux canaux au niveau du bassin du Congo. Le premier, c'est l'adresse dfw@wri.org. Et la deuxième option, c'est une personne, c'est un individu, c'est Fanuela Njanteng et son adresse, c'est fanuela.njanteng@wri. Ça, c'est au niveau de l'Afrique centrale. Mais dans les pays, vous avez entendu, vous avez vu nos collègues, dont vous pouvez rencontrer directement Madame Bora Masumbuko ou Monsieur Duclerc Mbuna. Alors, avec cela, je voudrais infiniment vous remercier. Vous priez aussi dans le chat, mes collègues vont mettre un lien vers un questionnaire qui ne prendra que quelques secondes.
prenez juste quelques secondes de votre temps après avoir participé à ce webinaire pour réagir, nous donner vos impressions, nous dire ce que vous en avez pensé, mais aussi nous donner, nous indiquer vos attentes pour des événements similaires dans l'avenir. Avec cela, je voudrais, au nom de toute l'équipe WRI, vous remercier infiniment, WRI Afrique et WRI Global Forest Watch, vous remercier infiniment. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter pour recevoir des notifications sur les nouvelles données forestières. Restons en contact. Bon après-midi et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci. Au Merci revoir. Théodile.